Nous abordons maintenant le Soudan du Sud. Après Addis Abeba, nouvelle rencontre entre les deux frères ennemis, le président sud-soudanais Salva Kiir et son rival Riek Machar se sont mis d'accord sur certains points au deuxième jour de pourparlers de paix à Khartoum, a indiqué mardi le ministre soudanais soulevant l'espoir qu'un accord soit rapidement trouvé. Les autorités soudanaises ont également affirmé qu'un accord devrait être signé mercredi au palais présidentiel à Khartoum, sans donner plus de détails. Cependant, un porte-parole de M. Machar a assuré que les négociations étaient toujours en cours. En tout cas, Kiir et Machar participent depuis lundi à un nouveau round de discussions à Khartoum en vue de mettre un terme à la guerre civile qui ravage leur pays depuis 2013. Adam Adronou, à quoi jouent ces deux personnages-là finalement? Vous savez, lorsqu'on voit un peu la menace en fait de ces deux désaccords ou de ces deux conjoints qui ont pendant longtemps mis ce pays-là à genoux, cela appelle, disons, s'inquiétant. Dans la mesure où, mais ce qui est un peu plus rassurant, le fait que ces deux protagonistes arrivent du moins à se parler aujourd'hui, moi je me dis c'est un pas de gagné. Parce que c'était pas quand même possible hier, lorsque l'autre a fui le pays il y a 2 ans, qu'on puisse quand même les réunir, du moins à se parler, c'est déjà un pas de gagné. C'est vrai que la rencontre d'Addis Abeba n'avait rien donné. On a fait croire à la communauté internationale que c'était une rencontre de prise de contact. Heureusement que les deux se sont encore entendus pour se retrouver déjà à Khartoum, ou du moins il y a eu un début. C'est vrai que vous avez tout à l'heure évoqué ce qu'a dit le ministre, mais d'après les informations, rien n'a encore filtré aujourd'hui. Mais moi je me dis c'est déjà un pas de gagné, vu la menace de la communauté internationale qui a pu amener ces deux dissidents à pouvoir se réunir. Je me dis que c'est un pas de gagné et qu'il faudrait toujours continuer dans ce sens-là. On arriverait quand même à trouver le bout du tunnel, dans la mesure où, du moins, les deux se sont mis d'accord à pouvoir se parler face à face. Alors, on salue David Jagbavi le fait qu'il se soit assis autour d'une table pour discuter, mais tout cela, est-ce que c'est sincère? C'est pas la première fois qu'il y a eu ces rencontres. Je pense qu'il y en avait eu déjà dans le passé. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de Salva Kiir et Riek Machar, c'est un peu comme des jumeaux. Ils étaient des alliés qui avaient combattu Khartoum dans le temps. Voilà. Et après avoir eu l'indépendance du Sud-Soudan, l'un était président, l'autre était le vice-président. Donc ils ont cheminé ensemble et puis tout d'un coup, le divorce est prononcé entre eux. Et ils sont devenus les pires ennemis, poussant le vice-président à s'exiler. Et il a juré, dans son exil, il a juré de faire tomber Salva Kiir. Et il a mené une guérilla armée contre le président Salva Kiir. Et cette guérilla a occasionné beaucoup de morts dans le pays. Le pays, c'est le dernier pays africain à être créé ou à avoir eu sa indépendance en 2011. Et normalement, ce pays allait être une étoile qui devrait briller dans le ciel africain, mais malheureusement, le Sud-Soudan est plongé dans un marasme. Ça fait vraiment, quand on vous parle de la misère qui sévit dans ce pays, c'est terrible. Alors aujourd'hui, les deux protagonistes ayant plongé le pays ont été sommés par la communauté internationale de remettre en l'état le pays comme il avait vu. Donc c'est là où je salue un peu aussi le caractère rigide de la communauté internationale. Les États-Unis et l'ONU leur ont intimé l'ordre de trouver un accord d'ici la fin de cette semaine. Une obligation leur a été faite et je pense que c'est ce qui a amené les deux protagonistes à se rencontrer, à discuter. Maintenant, est-ce que sur la base des rencontres qu'ils avaient eues dans le passé, ils signent des accords, après l'un dit non, je ne suis pas d'accord, ils violent cet accord. Est-ce que sur ce coup-ci, cet accord va être respecté
comme ce que demande la communauté internationale. Je pense que si aujourd'hui la communauté internationale est allée jusqu'à taper du poing sur la table, ça veut dire que que le vase est un peu débordé. Donc il faut remettre l'ordre dans le désordre qui est occasionné par ces deux protagonistes. Le Sud-Soudan n'appartient pas à Salva Kiir et à son vice-président. C'est l'ensemble d'un pays qui appartient au Sud-Soudanais, et il ne faut pas, pour des intérêts politiques et personnels de ces deux personnalités, que ce pays plonge dans l'état dans lequel il est aujourd'hui. Ça fait mal, en tant qu'Africain, qu'on se dise qu'un nouveau pays qui vient d'être créé, qui a eu son indépendance il n'y a pas encore 10 ans, voilà, se retrouve dans cette situation. C'est le pays le plus pauvre, en tout cas dans cette région de l'Afrique. Il faut que les choses avancent. Basile Agbou, c'est vrai que c'est la communauté internationale qui a pressé ces deux hommes-là d'aller en discussion. Donc, finalement, s'ils s'entendent, s'ils se retrouvent aujourd'hui, c'est juste pour plaire un peu à cette communauté internationale. Oui, apparemment, c'est ce que moi je suis en train de voir. Parce que si ces personnes n'ont pas pu s'entendre, et que l'un, Riek Machar, avait été vice-président, et qu'ils n'ont pas pu s'entendre, et que l'autre a été obligé de fuir, et qu'aujourd'hui, la communauté internationale leur intime l'ordre de venir négocier pour faire revenir la paix au Sud-Soudan, moi je crois que c'est pour plaire à la communauté internationale. Vous savez, lorsque deux protagonistes, deux belligérants, sont armés, surarmés, c'est au détriment de la population vers laquelle ils sont en train de se diriger. Parce que je ne dirais pas que c'est les intérêts des Sud-Soudanais qu'ils sont en train de défendre, mais pratiquement, apparemment, on a comme l'impression que chacun défend ses intérêts dans cette lutte-là. Et c'est les populations qui souffrent de cette affaire-là. Parce que c'est le partage du pouvoir. Premier problème, ils sont là, ils n'arrivent pas à se partager le pouvoir. Et ensuite, il y a les arrangements qu'on dit sécuritaires qui n'arrivent pas également à les satisfaire eux deux. Et c'est pourquoi, de temps en temps, chacun prend les armes et puis il entretient donc la guérilla contre l'autre. Moi, je me dis que la communauté internationale aurait pu trouver une autre solution. Et pourquoi ne pas balayer les deux? Pourquoi ne pas obliger les deux à céder le plancher pour que peut-être on puisse aboutir à un gouvernement de transition qui sera peut-être dirigé par une autre personnalité afin de permettre de tout faire pour qu'on désarme les troupes ennemies qui sont en place et qu'on puisse organiser de façon claire des élections dans ce pays pendant le temps qu'on pourra désarmer les belligérants sur le terrain. Parce que rien ne sert d'aller devant les caméras, serrer les mains, dire que nous sommes d'accord entre nous, mais pour ne pas être d'accord dans le cœur. Chacun veut le pouvoir. C'est ce qui est clair aujourd'hui. Les deux, chacun veut le pouvoir. Chacun veut être président. Quand l'autre a été vice-président, il n'a pas pu supporter et qu'il a été obligé de fuir, ça veut dire clairement qu'il veut le président. Il veut le poste de président. Et donc, impossibilité de s'entendre. Il ne faut pas qu'aux yeux de l'opinion internationale, on fasse croire qu'on est en train de s'entendre. Moi, je ne suis pas confiant dans l'accord qui est intervenu peut-être hier seulement. Je ne suis pas confiant. Je ne suis vraiment pas confiant. La communauté internationale, si elle peut encore aller plus loin, elle fait la guerre aux deux, c'est-à-dire on déstabilise les deux, on organise. Mais ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que c'est vrai que c'est une décision de bonne loi que chacun, ou tous les Africains auraient bien voulu, mais n'oubliez pas aussi que il y a aussi cette souveraineté qu'on donne quand même aux pays africains où la communauté internationale ne puisse pas. Oui, mais là, les gens sont en train de mourir là. Les gens sont en train de mourir, non seulement de mourir, mais la création du Soudan du Sud, c'est les États-Unis qui ont orchestré ça. Donc, la souveraineté aujourd'hui. Oui, bien sûr, ce sont ces intérêts-là d'ailleurs même qui plongent ces pays-là, parce que chacun des deux a quand même ses soutiens au niveau de la communauté internationale qui le soutient. Donc aujourd'hui, si l'autre était parti parce que il y a eu une bonne partie de sa troupe qui était donc décimée, et ça voudrait dire que de l'autre côté, si rassure qui viendra quand même faire tomber, c'est qu'il y a des soutiens à l'international qui vont le soutenir. Mais au même moment, il ne faut pas aussi passer sous silence les groupes armés qui soutiennent ces deux adversaires. Vous savez, le Soudan du Sud a passé tout son temps fait la guerre au pouvoir de Khartoum. Et donc les deux adversaires ont des armées, ont des groupes armés qui font la loi dans le pays. Il sera très difficile peut-être à la communauté internationale de faire passer les deux protagonistes pour justement imposer une personnalité neutre. Je pense que sur ce coup-ci, avec cet accord, vous savez, les premiers accords qui ont été signés par les deux protagonistes n'avaient pas reçu le... Voilà. Et donc aujourd'hui, si les États-Unis
parlent, c'est parce que quelque part, c'est vrai qu'ils ont leur intérêt. Le Soudan du Sud a pratiquement été vendu aux Américains. Ouais. Moi, j'ai suivi un documentaire où le président Salva Kiir était allé sur une réunion internationale aux États-Unis qui avait mobilisé des opérateurs économiques américains. Les gens sont venus négocier les terrains, les gens sont venus négocier l'électricité, les Américains sont venus tout négocier, ils ont tout pris, même le pétrole, tout. Son chapeau, c'est George Bush qui lui a Voilà, donc c'est les Américains qui ont leurs intérêts là-bas. Et quand ils ont des intérêts sur une partie du monde, vous savez, ils ne badinent pas. Et cet accord, c'est vrai, on peut douter au vu de ce qu'ils avaient déjà signé comme accord, mais je pense que sur ce coup-ci, ils sont tenus tous les deux à appliquer le contenu de ces accords. Celui qui va le violer risquera de se retrouver sous le feu des États-Unis. Justement, mais qu'est-ce qui peut pousser Basil Agbo Salva Kiir, par exemple, à aller dans un accord avec Riek Machar, du moment où sur le terrain, ces troupes ont pris le dessus? Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, que la communauté internationale prend au sérieux les menaces sécuritaires qui sont dans le pays. Et lorsqu'on dirige un pays, ce n'est pas seulement pour ceux qui dirigent le pays, c'est pour la population. Et maintenant, leur guerre décime la population. Et la communauté internationale, comme on le dit, les États-Unis, ont frappé du poing sur la table pour dire, mais arrêtez. Il faut que les gens survivent au moins dans le pays. Et c'est ce qui les oblige à aller. Sinon, et ils diraient, ben, on va jusqu'au bout. J'ai la puissance, j'ai la force de décimer intermilitaire. Le jour où tu tombes, je serai à l'aise. Mais je crois que c'est parce que l'autre n'arrive pas à complètement terrasser son adversaire. Et il est obligé aujourd'hui d'écouter ce que la communauté internationale intime comme ordre à eux. Mais on verra ce que ça va donner. Au-delà de ces deux ethnies qui s'affrontent. Oui, voilà. C'est là où c'est un peu dangereux. Il y a ce clivage ethnique aussi qui pose un sérieux problème. Parce que pour l'origine, pour la population originaire du président Salva Kiir, ils voient un ennemi à abattre. Et on leur a fait comprendre que si Riek Machar arrive au pouvoir, il va prendre leur terrain, leur terre, il va tout confisquer, il va les envoyer en exil, et donc cela ce message a pu être inoculé au sein de la population, ce qui fait que toute la population s'est braquée, chacun défend son petit territoire parce qu'il se dit c'est le petit peu de liberté qu'il a sous Salva Kiir. Si Salva Kiir part aujourd'hui, il risque de se retrouver de l'autre côté et ne pas être victime de cette guerre. Donc, Adam, au regard de ce qu'on dit, ça veut dire qu'il y a deux hommes qui se retrouvent à Khartoum, qui discutent, peut-être demain ils vont signer un accord de paix, mais sur le terrain, on n'a pas une nation sud-soudanaise. Oui, bon, évidemment, parce qu'au-delà de ça, là même, il faut aussi remarquer que l'autre, je pense que Riek Machar, qui se réclame, Riek Machar, qui se réclame d'une certaine primauté sur l'autre, dans la mesure où il a gagné la guerre. Parce que l'autre ayant fui le territoire, et lorsque vous prenez le lot même de ceux qui se déplacent, ceux qui ont fui le pays, c'est de l'autre camp. Donc c'est vrai, la question ethnique ou régionaliste est d'actualité. Et surtout, le grand problème qui se pose, parce que chacun, sachant que il cherche au niveau de la communauté internationale une certaine assise légitimité, une certaine assise et un certain appui au niveau de la communauté internationale, est prêt à céder tout. Est prêt à céder tout pour avoir quand même ce soutien-là, pour pouvoir battre et contenir pendant longtemps que ce soit ce pouvoir-là. Parce que si aujourd'hui, l'autre ayant eu le soutien des États-Unis, ça a été quand même favorable à son encore, parce que de l'autre côté, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a aussi les Asiatiques qui aujourd'hui s'interfèrent. C'est vrai qu'ils ne s'affichent pas d'une manière directe politiquement, mais au niveau des armes, c'est un terreau favorable pour écouler leurs armes et s'enrichir. Alors, Basil Agbo, est-ce que finalement un accord de paix, c'est-à-dire on sera dans le même schéma de Salva Kiir président, Riek Machar vice-président, c'est ça? Oui, je crois que c'est ça qui risque encore d'arriver, d'autant plus que pour que les deux puissent aux yeux de la communauté internationale maintenir une certaine paix, une certaine sécurité dans le pays, il faudrait que ce soit eux deux qui gèrent le pays. Et la question, c'est de savoir est-ce que ça peut
être gérable jusqu'à la fin. Ouais. Est-ce qu'ils vont se mettre d'accord pour le partage du pouvoir? C'est ça le problème. Ça, ouais. C'est que le partage du pouvoir, tout le monde veut être président. C'est-à-dire que, on a l'habitude de le dire, le fauteuil présidentiel, ce n'est pas un banc, mais ils veulent créer un banc. Ils veulent être président pour tous deux, pour prendre les décisions tous deux. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Bon, maintenant que celui-là accepte d'être accepte d'être vice-président à Salva Kiir, est-ce que ça sera fait? Est-ce que ça va rentrer dans les cœurs? Est-ce que les populations les deux ethnies-là vont accepter que l'autre reste vice-président? Ou alors, on va faire en sorte que, bon, de temps en temps, il devienne président, l'autre vice-président. C'est un jeu à la russe. Voilà, c'est un jeu à la russe. Poutine. Bon, s'ils vont arriver à ce niveau-là, je pense que ça peut peut-être gérer le problème. Aujourd'hui, je pense que lorsque nous regardons un peu le schéma, ce n'est pas probant aussi qu'on puisse arriver à un accord qui puisse satisfaire l'ensemble de la population. Parce que aujourd'hui, l'autre n'est pas prêt quand même à céder le pouvoir parce que lui, il a quand même eu une assise, il a son armée, mais l'autre est en exil. C'est vrai qu'il prépare son retour en force, mais ce n'est pas évident. Il faudrait quand même, à un moment donné, donner plus de légitimité à l'autre. Et l'autre restera toujours vice-président. Vice-président, d'accord. La pause maintenant, elle sera très courte et on revient sur le Togo.